Bah, j'espère que ça enregistre. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ouais, je sais, j'ai gardé la même tenue que l'apéro. Alors, optimisme de dimanche dernier, payé contre vents et marées. Bah oui. Mais en même temps, je sais pas si tu sens. Ah mais oui, non mais ça schmoute parce qu'on va parler de Birkenstock. On va parler aussi d'inflation dégueu, de Chine. On va parler aussi de balles. Et puis surtout, de qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc bienvenue à vous, chers débriefeurs du dimanche. Si vous êtes arrivés jusque-là après cette introduction magnifique, c'est que vous avez vraiment envie. Et ça tombe bien, bah... Allez, vas-y, c'est parti la macro. Bon, alors concernant les exportations chinoises, c'est toujours pas bon, moins 6,2%. Ça c'était au mois de septembre, donc on le compare toujours avec le mois de septembre de l'année dernière. Alors tu me diras, oui, c'est moins pire que les moins 8,8% du mois d'août. Et allez, disons-le, c'était quand même meilleur que les moins 7,6% qu'on attendait. L'inflation là-bas en Chine, elle reste stable, alors que les prix à la production, eux, ont baissé, avec une grosse baisse de la demande intérieure, mais aussi extérieure. Donc toute la demande en fait. Et nous avons également Country Garden, à ne pas confondre avec... C'est un promoteur immobilier chinois qui a déjà annoncé aux investisseurs qu'il serait très probablement incapable de payer toutes ses obligations de paiement à l'étranger. On se rapproche donc du défaut de paiement. Alors là-bas, on a eu la Golden Week, 8 jours de congé sur fond de fête nationale, de fête de mi-printemps. Ah non, merde, non, pardon, mi-automne. En même temps, vu le temps qu'il fait, oui, parce que en termes de météo, ça va se rafraîchir dans les prochains jours. Non, c'est pas la bonne chaîne, pardon. Mais pour autant, bonne nouvelle, les revenus du tourisme sont revenus à des niveaux légèrement plus élevés que ce que la Chine avait connu avant le Covid. Donc en 2019. Et ce, précision d'après les chiffres officiels. Donc on sait que les chiffres officiels là-bas, c'est pas toujours très... Mais les consommateurs restent toujours soucieux de leur budget à cause de la morosité des perspectives économiques. Et le secteur immobilier qui... Mais pour entamer la semaine, nous avons eu quand même 2 membres du FOMC, notamment le patron de la Fed d'Atlanta, qui a dit que la Banque centrale américaine n'avait pas besoin d'augmenter encore ses taux directeurs. Et en plus de ça, il s'attend à ce que les États-Unis n'entre pas en récession à court terme. Autrement dit, Raphaël Bostic a lui une casquette. Alors attends, faut que j'aille juste chercher mes casquettes. Une casquette verte. Ce qui, tu verras, n'était pas pour me déplaire tout au long de cette semaine. Alors jusque-là, les marchés, du coup, avec ces bonnes nouvelles, se détendent. Le taux à 10 € aux États-Unis se calme, fait une pause. Pareil sur le dollar américain, qui ne monte plus, voire même... qui baisse. En tout cas, 3 points de suspension jusqu'à l'inflation aux États-Unis. Et justement, premier effet qui se coule, nous avons l'indice des prix à la production aux États-Unis qui est tombé cette semaine et ça augmente plus que prévu au mois de septembre, 0,5% de hausse. On l'attendait à 0,3%. Déjà là, ça chpoute. Et puis le lendemain, pour ne pas dire jeudi, nous avons eu l'inflation aux États-Unis. Alors là, ça y est, tout le monde était sur les dents. Est-ce que ça va être bon comme la Fed l'avait dit? Est-ce que ça va être pas bon? On va tout retracer. Donne-nous du sonnant et du trébuchant. Et donc ça nous a donné une inflation sur 12 mois glissants, 3,7%, là où l'attendait à 3,6%. Autrement dit, c'est pas bon. Ce qui nous donne pour le mois de septembre 0,4% d'inflation contre 0,3% attendu. Mauvaise nouvelle, même si dans le même temps, nous avons eu le core CPI, c'est le CPI, donc l'inflation aux États-Unis, mais qui exclut l'alimentation et l'énergie, puisque ce sont 2 données qui sont très volatiles. Le core CPI est ressorti, lui, conforme aux attentes, plus 0,3%. Responsable globalement de ces prix de l'inflation, le secteur immobilier. Pas les prix de l'immobilier quoi. Les prix qui bourrent, qui deviennent abusés. Et au moment où je tourne la vidéo, encore une fois, je précise toujours, j'ai pas les cotations, les dernières cotations, parce que je tourne la vidéo 2 jours avant le débrief hebdo, je préfère prévenir. Et donc vendredi, début d'après-midi, assez étonnant, on a les marchés européens qui morflent un peu plus que les indices américains. Alors que l'inflation supérieure à ce qu'on attendait, normalement ça concerne plus les États-Unis que l'Europe. Fin de semaine, généralement, moi j'aime pas trop trader parce que il y a quand même de grandes chances que ça fasse un peu n'importe quoi.
En ce moment, donc vous le savez, on a le conflit entre Israël et le Hamas et ça nous amène sur la problématique iranienne. Donc apparemment, on a l'Iran qui est potentiellement fournisseur d'armes du Hamas en conflit donc avec les Américains et Israël depuis maintenant plusieurs années et ça représente 3 millions de barils de pétrole produits par jour. Donc s'il y avait des sanctions contre ce pays, donc ça aura forcément des conséquences sur la production de pétrole dans le monde. Et il y a également un risque au niveau du détroit d'Ormuz puisque c'est là où passe une grande majorité du commerce et notamment du pétrole mondial. Et en plus de ça, pour les États-Unis, il y a aussi l'enjeu des élections qui aura lieu maintenant dans un an. Et il ne faudrait pas que les prix du gaz et du pétrole s'envolent. D'ailleurs, semaine dernière, on parlait des cours du pétrole qui s'effondraient, qui étaient d'ailleurs plutôt positifs pour l'inflation. Et aujourd'hui, le conflit renverse complètement la vapeur sur les cours du pétrole. La pression devient haussière sur le pétrole. Nous avons donc le bal des publications d'entreprises qui a commencé cette semaine, notamment et plus particulièrement aux États-Unis, avec surtout les bancaires vendredi. Alors, je vais prendre quand même mes petites notes pour ne pas trop raconter n'importe quoi sur la publication des grandes banques américaines. Nous avons eu donc plutôt des bénéfices qui ont augmenté grâce à l'augmentation des taux d'intérêt. Mais la contrepartie, c'est qu'ils ont prévenu que l'économie ralentissait. Alors que dans le même temps, leurs clients sont en train d'éroder à fond leur épargne. Ils sont en train de puiser dedans. Les bénéfices de JP Morgan ont augmenté de 35% par rapport au trimestre précédent. Concernant Wells Fargo, augmentation des bénéfices de 60%. Citigroup, elle, c'était plutôt tranquille, plus 2% de croissance des bénéfices en glissement annuel. Alors je le disais, les banques sont plutôt prudentes sur leurs perspectives économiques. Consommateurs et entreprises aux États-Unis restent globalement en bonne santé, mais encore une fois, les consommateurs dépensent leurs réserves de liquidité excédentaires. Et ça, ce n'est pas n'importe qui le dit puisque c'est Jamie Dimon, PDG de JP Morgan. Wells Fargo, elle, a déclaré qu'elle constatait une augmentation des charges off, c'est-à-dire les prêts radiés. Et ça, c'est dans son portefeuille de cartes de crédit. Et Wells Fargo ajoute, bien que l'économie ait continué à être résiliente, nous constatons l'impact du ralentissement de l'économie avec des soldes de prêts en baisse et des radiations qui continuent à se détériorer modestement. Bref, le passé, on va dire l'actuel est plutôt bon, mais l'avenir, j'ai failli tout faire tomber. L'avenir, pas en confiance maximum. Alors la semaine prochaine, en plus, ça va s'accélérer en termes de publication de résultats puisqu'on aura Tesla, AT&T, Netflix, ASML ou encore American Express et Morgan Stanley, mais aussi Alcoa. On va pas toutes les citer, mais voilà, là tu as une publication de tableau là qui est pas mal. On fera bien évidemment ensemble le point chaque dimanche pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est parce que j'aime bien regarder justement est-ce que c'est meilleur ou moins bon et surtout ce qui est important c'est pas forcément le passé, c'est surtout comment est-ce qu'elles anticipent plutôt l'avenir ces entreprises. Est-ce qu'il y a des ajustements, ce qu'on peut appeler des profit warnings, on réajuste à la baisse les objectifs, etc. Et puis donc cette semaine, nous avons eu l'introduction en bourse, pour ne pas dire IPO, de Birkenstock. 46 $ par action, ce qui lui a permis de lever 1,5 milliard de dollars, ce qui lui fait une modique valorisation d'un peu plus de 9 milliards de dollars. L'action s'est mangée pour son premier jour de bourse, un petit moins 12%. Comme ça, on se met bien dans l'ambiance. Dimanche dernier, donc je vous disais, avoir une casquette bleue, et ce, malgré les bons chiffres économiques que nous avions eus, qui étaient plutôt interprétés par le marché comme des mauvaises nouvelles. Le fameux good news is bad news, parce que plus les nouvelles sont bonnes, plus ça veut dire que la Fed, au travers de Jérôme Powell, a la marge de manœuvre pour relever ses taux d'intérêt encore et pouvoir lutter encore un peu plus contre l'inflation, qui reste relativement élevé. Et comme je le disais, certes, oui, effectivement, cette information est vraie, puisque ça met toujours la pression sur le taux à 10 ans, le dollar, mais des bonnes nouvelles, pour moi, ça justifie pas non plus que les marchés s'écroulent. On laissera ça au permabère. Et donc, je vous disais, restez plutôt optimiste malgré tout, alors qu'on n'avait pas de signaux du tout positifs sur le marché, d'un point de vue technique en tout cas, en attendant les chiffres d'inflation, qui eux, effectivement, du coup, ne sont pas bons. Mais surtout, ce qui était important, je vous le disais, on était revenu en fait sur des niveaux importants qu'on avait identifiés, voire même déjà travaillé. Alors il y avait fameux 4200 sur le SP500, c'était 50% de retracement de toute cette vague de hausse. C'était aussi le point de passage, Rodolphe vous en avez parlé, la moyenne mobile à 200 jours, ou alors sur le CAC, ce gros niveau-là. Alors du coup, j'ai acheté quelques indices sur ce qu'on appelle des zones support, mais surtout préparés à l'avance au travers de ce
que je fais sur IVT, le carnet de bord. Donc CAC 40, je vous le disais d'ailleurs dimanche dernier, j'étais à l'achat, donc c'est les 6953. Et le Nikkei, pareil, je passais à l'achat parce qu'on est revenu sur la borne basse de ce canal baissier qui matérialise une tendance secondaire baissière au sein d'une tendance primaire qui est toujours haussière, ce qui nous a donné les 30 600 points. Donc jusqu'à jeudi, jour d'inflation aux États-Unis, on a un taux à 10 ans aux États-Unis qui se détend, pareil pour le dollar, ce qui bénéficie aux actifs risqués, donc aux actions, aux indices. On a même eu d'ailleurs sur l'indice des petites capitalisations aux États-Unis, le Russell 2000, un retour sur cette zone clé ici, zone d'achat, et une très belle réaction puisque le Russell 2000 a repris plus de 3,5%. Ce qui veut dire du coup que les investisseurs se remettent en mode risk on, même sur les petites capitalisations, où c'est beaucoup plus difficile de sortir quand il y a des mouvements de panique. Bref, on a fait TP1 sur le CAC 40, les fameux 7111 points, TP2 même sur le Nikkei, plus de 1800 points de hausse prise pendant toute la montée. D'ailleurs, on a même fait un renfort au milieu de la montée et on a même eu une belle réaction de l'euro-dollar qui a profité donc de la détente du dollar. Grosse réaction aussi sur l'euro-dollar sur cette zone d'achat des 1,05. Bref, parfait. Et puis arrive donc le fameux chiffre d'inflation aux États-Unis le jeudi. Mais avant de parler de ça, on va parler que faire avant un tel événement qui peut tout basculer. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Premièrement, c'est pas parce qu'il y a un événement comme ça qu'il faut changer de plan. Il faut conserver ses plans. On va pas se poser 15 000 questions avant, oui, non, mais peut-être que on fait ça. Deuxième chose, on relève progressivement les niveaux d'invalidation, ce que j'appelle aussi les niveaux de polarité. D'autant plus lorsqu'on a de l'avance, on peut utiliser ce qu'on appelle des stop loss win. En fait, c'est comme un stop loss, sauf que vu que le stop loss est au-dessus de notre prix d'entrée quand on est à l'achat, même s'il est déclenché, on clôture la position en gain. Et 3, et je pense que c'est peut-être même le plus important, on garde surtout son objectivité. Sans être en mode absolument conviction forte, de se dire ouais non mais en fait je m'en fous, quoi que ça fasse sur le marché, de toute façon je vais aller jusqu'au bout, je vais jamais invalider, je vais tout garder, même si le marché me montre des éléments contradictoires, c'est pas grave, parce que j'ai la certitude absolue que j'ai raison. Donc j'ai été sorti après ce chiffre d'inflation aux États-Unis, j'étais sorti donc la position qui me restait sur le CAC, puisque un seul de mes deux objectifs a été atteint, le deuxième était à 7230. Mais sur le CAC, alors oui, non, je disais avant l'inflation, mais en fait, c'est même avant ça. On n'en a pas parlé, la publication de résultats. LVMH a publié, c'est quand même la grosse pondération du CAC. Et du coup, elle a publié, je crois que c'était mercredi soir, moins bien qu'attendu, recul de la consommation aux États-Unis et en Chine. Et du coup, direct, en fait, le CAC a commencé à sous-performer, même sur les contrats futurs dès mercredi soir. D'ailleurs, l'action a quasiment perdu 7%. Et donc, dans la foulée, j'étais plus à l'achat sur le CAC. Hop, Xav, moi aussi, je veux bien dire 2-3 petits éléments sur LVMH. C'est important, c'est intéressant. C'est une des valeurs préférées des Français. Ils ont bien raison pour la mettre sur le PEA également. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour autant. Simplement, moi, ce que je voulais vous dire personnellement sur LVMH, avant de revenir à un petit point graphique, ce que je ferais éventuellement à votre place, que c'est un peu le but également de ce débrief hebdo, pas forcément faire la méthode de la veille, mais faire éventuellement avant. Alors bien évidemment, je le répète, on peut se tromper. Concernant LVMH, d'abord, je voudrais simplement dire, faire un petit point, c'est ce que je fais toujours en termes de, rapidement, de fondamentaux. Là, on est toujours OK++, même si là, ouais, tu l'as dit, il y a eu une petite déception dans la publication, une petite souffrance passagère, mais ça reste quand même des fondamentaux très solides. En termes de valorisation, contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'est pas chère encore, ou du moins, voilà, elle est correctement valorisée, rien d'extraordinaire à la hausse comme on a pu le voir sur d'autres actions, donc ça reste cool, ça reste intéressant. En termes de visibilité, vous le savez, donc c'est top aussi, d'accord. C'est une valeur qui a des perspectives de croissance toujours importantes, qui est surtout sur un secteur dynamique et qui est surtout dans des régions, dans des secteurs géographiques en plein développement. On parle notamment de l'Asie. En revanche, en termes parce que c'est toujours tous les éléments qu'il faut voir, il me semble important, de consensus d'analystes financiers ou de stratégistes, analystes financiers, actuellement, c'est plutôt médiocre, d'accord. Et surtout, il faut revenir sur quelque chose d'hyper important. Parfois, on n'y fait pas assez attention. C'est rapidement le momentum. Là, le momentum, il n'y est pas du tout, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secteur du luxe,
qui a eu le vent en poupe pendant de nombreux mois et un peu mis en retrait, d'accord? Le momentum n'est pas le bon. Donc, vous pouvez être sur une super valeur, sur un super secteur, mais en bourse, sur les marchés financiers, si vous n'avez pas le momentum à un instant T, alors il faut être patient. Sur le graphique, techniquement, pour ma part, j'étais short sur la zone des 850-900. Elle vient de perdre grosso modo 25%. Là, techniquement, on est en données mensuelles. D'accord, on va arriver et je vais peut-être commencer à faire rentrer un peu IVT, notamment pour celles et ceux qui ont le temps moyen, long terme. Maintenant, ça va plus être une valeur à horizon 2, 3 ans, 4 ans. Voilà. Techniquement, à court terme, c'est-à-dire en swing trading journalier, pour l'instant, le momentum, il n'y est pas. Mais en tout cas, on arrive sur des zones de prix très intéressantes. Donc, vous voyez qu'en bleu, là, c'est ma MM50 mensuelle. D'accord? Elle est autour des 595, 600. Et si on va en hebdomadaire, on retrouve également juste un peu plus haut, ou à 610, 615, la MM200 weekly, hebdomadaire. D'accord? Donc, on voit clairement que zone 580, 620, première grosse zone où si vous avez du cash, vous avez l'intention d'investir notamment sur votre PEA, sur cette valeur pour du long terme. Je me prononce, je me mouille, mais celui qui met 20-30% ici, par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, 10 000 euros alloués à cette valeur, ça veut dire 10 000 euros de votre poche, action Europe, qui va représenter, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5% de votre patrimoine global à mettre sur les actions européennes. Je vous rappelle que, attention, les performances passées ne présentent des performances futures, etc. Et surtout, il ne faut pas en avoir besoin au quotidien de cet argent, d'accord? C'est une valeur long terme. Pourquoi pas? Première zone, pour moi, première zone intéressante ici. Vous avez la convergence. Vous savez que moi, je cherche toujours des zones long terme avec une convergence de prix, mais aussi d'indicateurs, de moyenne mobile, etc. Mais c'est des prix au final, hein, d'accord? Donc, vous avez la MM200 weekly et la MM50 mensuelle. Qu'est-ce qui peut se passer au pire? Bien évidemment, vous avez vu que la situation géopolitique est tendue au Moyen-Orient. On peut avoir aussi un dévissage complet. Voilà, dévissage complet. Vous avez les bandes de Bollinger mensuelles, donc les quartiers 2 qui correspond également, vous voyez, à ce gros niveau des 3 mèches de 2022 autour des 540, 550. Et moi, j'estime que voilà, la vraie grosse zone pour intervenir, pour compléter cette valeur, si vous voulez rentrer sur cette valeur, c'est autour de la BB basse et quartier 2,5 totalement plate, autour des 470, 450, 480. Ok? Voilà un petit point pour LVMH. Mais ce qui est important, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Fondamentaux, ok. Valorisation, ok. La visibilité, secteur de croissance géographique, ok. Mais attention, le momentum n'y est toujours pas. Voilou. Le Nikkei, lui, avait atteint, avant ce chiffre d'inflation aux États-Unis, déjà mon objectif, mon deuxième objectif. C'était tout simplement le haut du canal baissier. Donc là, je sors toutes mes positions du coup. Et là, peut-être que tu te dis à ce moment-là, ouais, mais du coup, si ça doit encore monter parce que le chiffre d'inflation est meilleur que ce qu'on attend, eh ben non, je raisonne pas comme ça. Comme je le disais en point numéro 1, je vais jusqu'au bout de mon plan. Mon plan était de sortir sur la borne haute de ce canal baissier. Je sors. Et si jamais le chiffre d'inflation est meilleur que ce qu'on attend et que les marchés doivent continuer à monter, eh ben, j'achèterai peut-être un autre indice qui surperformera les autres. Donc voilà, je ne vais pas commencer à me poser 10 000 questions. Oui, mais est-ce qu'il faut que je garde parce que sinon je ne vais pas pouvoir rentrer? Non, non, pas du tout. Voilà, j'ai mon plan, j'y vais. Donc je m'adapte et je prépare le coup d'avance si jamais le chiffre d'inflation est meilleur qu'attendu. Il y aura d'autres trucs à faire. Pas commencer à se plaindre de dire ouais, mais je suis sorti, j'aurais pu prendre plus et tout. D'ailleurs, depuis le Nikkei, il s'est stabilisé. Et l'euro-dollar, bah forcément avec un chiffre d'inflation aux États-Unis supérieur à ce qu'on attend, hausse du dollar, baisse de l'euro-dollar. Je vous le disais donc, j'ai remonté mon stop loss win à plus 100 pips. C'était tout simplement un niveau clé horaire. J'estime que si on repasse là en dessous, ça veut dire qu'il y a une dégradation à court terme. Ça ne sert à rien que je reste à l'achat là-dessus. En plus de ça, ça confirmerait le fait qu'on reste dans ce canal baissier horaire. Plus 100 points, là aussi stop loss win, mais il n'y a rien, absolument rien à regretter parce qu'on peut se dire oui, mais du coup je regrette de ne pas être sorti tout là-haut parce que ça me fait un manque à gagner. En fait, il faut absolument pas raisonner comme ça parce que si le chiffre avait été bon, bah peut-être qu'on serait allé direct à 1,08. J'ai simplement en fait ajusté le risque que j'étais prêt à prendre en souhaitant tout simplement sortir rapidement si le chiffre d'inflation n'allait pas dans mon sens. Bah là aussi, j'ai bien fait. J'ajoute même, je rentre un peu dans les détails, mais le fait
d'être déjà sorti, ça me permettra que si l'euro-dollar revient tout en bas sur cette grosse zone que j'estime c'est une zone d'achat sur les 1,05, d'acheter à nouveau cette même zone. C'est ce qu'on appelle tout simplement garder la main. Plutôt que d'espérer qu'on ne retourne pas sur mon prix d'entrée, de clôturer la position sans gain, voire peut-être même d'ailleurs en perte. Alors l'inflation n'est pas bonne, ça risque de tendre encore le dollar et le taux à 10 ans aux États-Unis, même si en fin de semaine, encore une fois, j'ai pas les cotations, le marché semble plutôt écouter les banquiers centraux qui sont plutôt donc optimistes que de vraiment prendre en considération les chiffres d'inflation qui étaient mauvais. Donc, disons que je serais plutôt tenté, pour ne pas dire j'aurai une casquette rouge, si on passe sous les plus bas qu'on a fait après le chiffre d'inflation jeudi. Ce qui nous donne très concrètement, sur le SP500, le Dow Jones et le Nasdaq, ces niveaux. Alors attention d'ailleurs, le Nasdaq pour le moment est très fort. Donc voilà, ce sont mes niveaux de polarité sur les indices américains pour la semaine prochaine. Tant qu'on reste là au-dessus, pas d'alerte baissière. Après, mon avis, c'est que acheter maintenant après des chiffres d'inflation qui sont mauvais, ce sera uniquement réservé sur, pour moi, de l'aspect technique en intraday. Mais absolument pas en swing à l'achat là. Plus largement, je remets ma casquette bleue, malgré la bonne tenue des marchés. Et oui, pour reprendre, et je réouvre encore une fois la parenthèse, pour ceux qui me disent oui, mais quand tu parles du débrief hebdo, tes niveaux, ils sont déjà cassés et tout. Oui, en fait, si les niveaux que j'évoque dans le débrief hebdo le dimanche, ils ont déjà été enfoncés ou franchis, comme la semaine dernière, je vous disais, j'ai une casquette verte, si on passe au-dessus de ces niveaux, on était déjà au-dessus parce que j'avais pas les cours de clôture. Ça veut dire tout simplement que mes plans sont déclenchés. Alors oui, on n'a pas parlé du CAC. J'en achèterai probablement plutôt si on retourne autour des 6900 points. J'ai plus de position pour le moment parce que là, j'estime tout simplement qu'on est un peu au milieu de nulle part. Faut savoir aussi, que ce soit en investissement, que ce soit en trading, on le dit souvent, faut savoir patienter. D'autant plus après avoir fait une très belle semaine. Tiens, et sur le DAX d'ailleurs, écoutez, je propose de poser la question directement à Rod. Allez, rapidement sur le DAX, déjà un grand bonjour tout le monde, un grand bonjour Xav. C'est simplement une petite formule de politesse qui manque de nos jours. Parfois on croit des gens qui n'arrivent même pas à dire bonjour. Ça commence par là, la vie. Dites bonjour quand vous croisez quelqu'un. Bonjour monsieur, bonjour madame, avec un sourire. Ça fait du bien et ça fait avancer dans la vie. Concernant le DAX, rapidement, vous avez vu que la clôture journalière hebdomadaire du DAX est finalement pas très belle. Pour celles et ceux qui avaient regardé le précédent débrief hebdo, au final, encore une fois, un sans faute, puisqu'on avait dit qu'on repartait du porte-voix pour aller à la première zone de résistance des 15 500, 15 600. C'est exactement ce qui s'est passé. Je ne pensais pas personnellement qu'on retomberait aussi vite. Finalement, ça retombe et finalement, ça valide de plus en plus la mise en place finalement d'un décalage du range qui est favorisé notamment par une situation géopolitique tendue. Je ne vais pas revenir dessus, notamment au Moyen-Orient. Vous le savez toutes et tous, vous suivez tous et tous l'actualité que vous avez en reparlé, etc., etc. Donc, pour moi, le DAX, finalement, vous savez qu'il était dans la zone 15 000, dans un range 15 500, 16 500, pourquoi pas désormais être dans un range 14 500, 15 500, 600 ou 14 800, 15 800. Je suis pas Madame Irma. Tout ce que je sais, d'accord, c'est que là, on est en train de retomber sur le bas du porte-voix, le bas de notre fameux biseau d'élargissement haussier, porte-voix haussier, qui passe autour désormais des 15 000 points. Pourquoi pas aller se faire une frayeur dessous? Si une frayeur dessous, par exemple, repasser sous les 15 000 et aller chercher finalement le bas du range dont je vous parle depuis pas mal de temps, le bas du range de 2 ans, 2020, 21, 22, qui était autour des 14 700, 14 800. Donc pourquoi pas aller faire un excès là-dessus, voire si vraiment grosse frayeur, 14 200, 14 500, mais ça serait vraiment une opportunité pour entrer assez intéressante, notamment en swing. On n'en est pas là, mais déjà, pourquoi pas aller se faire une frayeur sur 14 700, 850, 14 850, et finalement, un décalage de range, d'accord? Donc, entre, 14 500 et 15 500, 14 800, 15 800. Voilà. Je pense que vu la situation géopolitique tendue, vu le VIX, l'indice de volatilité aux États-Unis, qui est proche des 20, donc proche de la zone où il repasse en zone un peu plus encore tendue, je pense il faut surtout s'attendre à des mouvements relativement brusques, à des mouvements erratiques. Pour semaine prochaine, nouveau test donc à prévoir du bas de ce porte-voix. Ensuite, est-ce qu'ils vont finalement remonter à nouveau vers cette résistance des 15 500, 15 600, voire même aller jusqu'à 15 800, 15 900? Je n'en sais rien, mais une frayeur en dessous du porte-voix, donc on casse le porte-voix et on va chercher des niveaux un peu plus solides, un peu plus fermes, un peu plus costauds en mensuel, autour des 14 500, 14 800, ça m'étonnerait pas, et puis ensuite ça se stabilise. Voilà, je m'attends pas vraiment à grand chose d'extraordinaire la semaine prochaine. Pour l'instant, pour ma part, vu ce que j'ai vu vendredi, ça reste quand même plutôt casquette rouge, plutôt vendeur, mais attention à l'arrivée sur ces gros niveaux mensuels où il faudra, à mon avis, adopter rapidement une casquette bleue parce que des rebonds, il y en aura et il faudra en profiter.
Voilà ce que je voulais vous dire simplement sur le DAX. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bon, clairement, le marché crypto est délaissé depuis ces derniers jours, malgré d'ailleurs des marchés traditionnels qui ont bien tenu la route. Marché crypto, la semaine d'avant, était beaucoup plus fort que les marchés traditionnels. Cette semaine, c'était l'inverse. Marché crypto beaucoup plus faible que les marchés traditionnels. L'Ether, lui, est sur le fil de rasoir, sur cette zone des 1550 $. Faudra absolument la préserver pour pas créer un mouvement de panique. Et faudra même repasser au-dessus des 1580 $ pour signaler une alerte positive à court terme. Et ça permettrait de confirmer qu'on a bien tenu la bande basse de ce range. Bitcoin, lui, toujours plus fort que ses copains. On a une dominance au-delà de 50% du marché, même s'il tente effectivement de réintégrer par le bas ce range. Donc voilà, globalement, quand le marché comme ça est pas dynamique, ça sert à rien de se forcer, d'essayer de trouver des trucs à droite et à gauche et finalement de faire ce qu'on appelle de l'acharnement. Donc ce que je fais, c'est que tous les jours, je mets des alertes au-dessus de la tête. Si ça sonne, probablement j'irai, mais pour le moment, il n'y a rien qui sonne du tout. Et pour être tout à fait honnête avec vous, cette semaine, j'ai rien fait. Pas de flux, pas d'action, pas de mouvement, égale pas de trading. Ce qui a d'ailleurs permis, on va le voir de manière positive, ce qui a plutôt permis du coup d'être beaucoup plus actif et aussi du coup performant sur les marchés traditionnels puisque ça a très bien fonctionné. Très peu de chiffres macroéconomiques la semaine prochaine qui sera compensé par beaucoup de publications d'entreprises et ce, dès mardi. Je serai donc, vous l'avez compris, beaucoup plus technique que fondamental ces prochains jours, même si on devra tout de même prêter attention aux publications d'entreprises. Et bien évidemment, le conflit Israël-Hamas qui pourrait avoir un impact sur les marchés. Hop, Xav, FT, tout le monde, excusez-moi de vous déranger. Juste un tout petit truc sur lequel je voudrais insister. Promis, c'est pas long. Attention, dans un contexte de marché où l'incertitude commence un peu à se manifester, où la situation géopolitique est tendue, attention, vous pouvez avoir des mouvements très brusques, très erratiques, avec une volatilité qui s'emballe un peu. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise dans ce type de marché, à vous mettre un peu en retrait. Et dans tous les cas, si vous avez besoin d'adrénaline, de cliquer sur le bouton, alors diminuez nettement, et c'est important, vos tailles de position, afin de ni mettre votre capital en risque, ni vous mettre votre côté émotionnel et votre psycho en défaut, et surtout pouvoir naviguer dans ce marché de manière plus calme, plus sereine, avec des tailles de position beaucoup plus petites. Ok ? Allez, merci. En attendant, prenez soin de vous. Merci encore une fois de votre fidélité, de tous les pouces, de tous les commentaires. Je vous kiffe. Ciao.